Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Mathias Zong, qui est président de l'UPRN. L'UPRN, c'est l'Union patriotique pour le renouveau national, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et votre parti fait partie d'une alliance, l'Alliance ARD, l'Alliance pour la République et la démocratie. Bonjour M. Zong. Bonjour M. Kumar. Pour commencer, il y a ce décès de Jonathan Mills, le président ghanéen. Une réaction de votre part? Oui, j'ai appris avec beaucoup d'émotion la disparition du président ghanéen. Le Ghana a été considéré par tous les Africains comme, peut-être pas un modèle, mais comme déjà une expérience positive pour l'installation de la démocratie en Afrique. Alors cette mort prématurée nous a fait craindre un changement un peu bizarre au Ghana, mais les choses sont dans l'ordre depuis que le vice-président a prêté serment. Nous sommes contents que ça se déroule dans les bonnes conditions, mais quand même nous regrettons la disparition prématurée de ce président qui n'a pas fini son mandat et qui aurait pu peut-être apporter une touche particulière à lui, à l'éditivité du Ghana. Brazzaville vient d'accueillir le 11e sommet des chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Des décisions ont été prises, des changements ont été opérés. Votre commentaire à la suite de ce 11e sommet? Bon, disons qu'on s'attendait un peu à ces changements dans la mesure où il y avait une crise de l'arrêt qui ouvrait au niveau de la CEMAC, notamment au niveau de la présidente de la commission. Et aussi, nous n'avons pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Le sommet s'est tenu un peu en retard. Généralement, il y a un sommet chaque année. Chaque année, il y a des dates précises, soit en décembre, soit en janvier ou février ou plus tard. Mais là, le sommet se tient avec beaucoup de retard au mois de juillet. Bon, certainement, le calendrier des chefs d'État n'a pas arrangé les choses. Mais enfin, souhaitons que ça rentre dans l'ordre, que l'organisation sous-régionale puisse reprendre un peu de l'élan et puisse fonctionner. D'accord. J'imagine qu'avec le changement qui va être opéré, Antoine Timi est remplacé par un Congolais. Vous devez en être content. Non, ce n'est pas une affaire de Congolais. L'organisation est une organisation communautaire. C'est pour nous tous. Quel que soit le fonctionnaire qui en prend la direction, il assume ses fonctions dans l'intérêt de tous les États membres. C'est ce que nous souhaitons, une présidence cohérente qui travaille, qui fasse des propositions pour le progrès des pays membres de la sous-région. Donc, que Antoine Timi soit remplacé par Pierre Moussa, nous, ce n'est pas le changement de personne. Ce qui est important, c'est que la commission fonctionne dans l'intérêt des nations qui composent la CEMAC. D'accord. Maintenant, pour entrer dans la vie politique nationale, le Congo est en train de vivre un changement de majorité peut-être ou un renouvellement de son Assemblée nationale. Vous avez été candidat à ces législatives. Qu'est-ce que vous en avez retenu du scrutin, même si on n'est pas encore arrivé au terme de tout le processus? Qu'est-ce que vous retenez de cette élection législative? Oui, vous savez, depuis la conférence nationale, le Congo est revenu au multipartisme. Nous sommes un pays qui a passé tout son temps avec un parti unique. Mais à la conférence nationale, nous avons décidé de revenir à la pluralité politique. Et après, nous avons connu une guerre atroce pour toujours des questions électorales. Et maintenant, la guerre est finie et nous avons pensé qu'on revenait à un système normal où les élections dans la pluralité se déroulaient dans les bonnes conditions. Mais nous sommes surpris, désolés, parce que depuis la fin de la guerre, nous n'avons pas retrouvé le rythme normal des élections. Et nous pensions, en 2007, nous ne sommes pas allés aux élections parce qu'elles étaient très mal préparées. En 2009, nous avons dû marquer un arrêt dans l'élection présidentielle parce qu'elle était aussi mal organisée. Et en 2012, nous avons espéré, on a posé quelques conditions, nous avons espéré qu'on allait prendre un nouveau départ. Mais malheureusement, nous avons constaté que depuis la fin de la guerre, ce sont les plus mauvaises élections qui aient été organisées dans notre pays. C'est une catastrophe. Et j'ai même qualifié ça, je vos confrères de RFI, de blague électorale. Certains membres de l'opposition à Evo s'étaient réunis et avaient décidé de ne pas aller aux élections. Pourquoi y êtes-vous allé? Non. Certains membres, ceux qui étaient à Evo, étaient d'accord avec ce que le gouvernement faisait. C'est nous qui ne sommes pas allés à Evo. Parce que nous avons considéré qu'à Evo, c'était une véritable supercherie. Il n'y avait rien à faire là-bas. Et ce que nous ferons dans notre pays, c'est un vrai dialogue politique. Ce n'est pas un diktat du gouvernement qui vient nous dire voilà comment je vais organiser les élections. Il faut que la classe politique se réunisse dans son ensemble. Et en ce moment-là, on prendrait les décisions salvatrices pour que nous ayons un véritable processus électoral dans notre pays qui établisse véritablement les règles démocratiques. À Evo, c'était une véritable blague. C'est pour ça que nous avons refusé de partir.
Mais nous sommes allés comme un défi pour démontrer à notre peuple qu'avec ce gouvernement, avec ce pouvoir, il ne peut pas y avoir de bonnes élections. Et nous en avons fait la démonstration. Nous sommes allés à ces élections et on a vu ce qui s'est passé. Tous les députés qui ont été proclamés élus, il n'y a pas plus de 2 qui ont été véritablement élus. Tous le taux de participation est le point d'achoppement ou alors le point de déception le plus fort. Oui, 10% de participation en moyenne. Mais est-ce que cela ne participe pas d'une dynamique générale? Que l'on soit au Gabon, en France ou dans d'autres pays, aujourd'hui, le taux de participation aux élections est en chute libre. Non, au Congo, il y a un problème. Il y a 2 problèmes différents. Le premier problème, c'est qu'il y a un rejet total du gouvernement. Le pouvoir actuel est très rejeté parce qu'il ne fait rien pour le Congo. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point, mais il n'y a pas de corps électoral dans notre pays. On n'a jamais déterminé le corps électoral. Et surtout pour les élections, les listes ont été bourrées d'étrangers, de décédés, de mineurs, et personne n'a pu se retrouver. Beaucoup d'électeurs se sont présentés devant les bureaux de vote, mais ils n'ont pas donné le nom sur la liste. Donc ils ne pouvaient pas voter. Donc les 2 phénomènes expliquent le fort taux d'abstention qu'il y a eu dans notre pays. Nous l'évaluons à 90% en moyenne, le taux d'abstention, Donc une très faible participation qui fait que les gens qui ont été élus ne sont pas représentatifs. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui ont, par exemple, le ministre de l'Intérieur a proclamé qu'il a été élu à 6 000 voix. Mais dans sa circonscription, le nombre d'électeurs n'excède pas 2 000. Il ne peut pas être élu à 6 000 voix, premièrement. Et deuxièmement, après le retrait du candidat de l'opposition, les gens ont décidé de ne pas aller voter. Donc personne n'a voté. Alors il dit qu'il a été élu à 6 000 voix. C'est une catastrophe, c'est ridicule quand même de dire des choses de ce genre-là. Donc par conséquent, ici, c'est ça qui explique le non-intérêt pour les Congolais. C'est que ce gouvernement est complètement rejeté par le peuple. Et deuxièmement, les élections sont très mal organisées. Le corps électoral n'est pas fiable, il n'est pas stable. Et ensuite, vous avez vu ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. Tous les candidats de l'opposition ont eu moins de bulletins que les candidats de la majorité. Pourtant, les observateurs qui sont venus, qu'ils soient africains ou étrangers à l'Afrique, n'ont pas émis de grosses réserves quant à l'organisation du processus électoral. Et je vous conseille de lire le rapport de l'OCDH, qui a été très clair là-dessus, qui donne une physionomie exacte de ce qui s'est passé ici. L'Union africaine, c'est du n'importe quoi. Nous n'avons jamais compté l'Union africaine pour ses avis sur les élections en Afrique. Partout, les élections sont trichées, partout, les élections mal organisées, mais l'Union africaine dit toujours que ça s'est bien passé. Bon, nous ne tenons pas compte de l'avis de l'Union africaine. Nous sommes en train de rédiger une pétition qui va être publiée, vous verrez ce que nous avons relevé comme anomalie sur ces élections-là. Je vous assure qu'aucun Congolais ne vous dira que les élections étaient bien organisées. Aucun. Même quelqu'un de la majorité, s'il est de bonne foi. Il ne peut pas vous dire ça. Regardez, je prends mon cas. J'ai été aux élections, élu au premier tour avec près de 85% selon les résultats sortis des urnes, mais mon malheureux concurrent, qui n'a même atteint à peine 15%, a été proclamé élu. Alors, et ça s'est passé comme ça partout. Partout. Vous avez introduit des recours qui n'ont pas eu de suite? Ça ne sert à rien d'introduire des recours. Dans ce pays, le recours ne vaut rien. La justice est au pas du pouvoir, donc par conséquent, il ne sert à rien d'introduire des recours. J'en ai déjà tiré les conséquences. En 2002, j'avais été disqualifié pour rien du tout. Quand j'ai introduit le recours, ça a été rejeté. Vous avez été ministre du gouvernement, vous avez travaillé avec le président Sassou à un certain moment. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait divorce politique au moins entre lui et vous? À quel moment est-ce qu'il y a ce changement qui s'opère dans les relations entre vous? Mais le président Sassou, nous étions alliés. Vous savez, après la conférence nationale, quand le président Lissouba est arrivé au pouvoir, pour la malgouvernance justement, nous avons formé une alliance qu'on appelait l'Union et les FDU, comment on appelle ça? Les FDU, les Forces démocratiques unies. Notre parti était membre. Et je suis arrivé au gouvernement dans ce cadre de l'alliance-là. Mais pas par rapport à la communion politique avec le président Sassou, mais simplement une alliance. Nous avons créé l'alliance et lorsque nous avons demandé à faire le bilan, à tirer les leçons de notre participation au gouvernement, de l'exercice du pouvoir par l'alliance, l'autre parti a refusé. Et nous avons pensé que la politique qui était en train d'être menée n'était pas celle que nous avons pensée et qui avait fondé la création de cette alliance-là. Alors nous nous sommes séparés. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont vos ambitions politiques? Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Certains se disent inquiets. Vous êtes serein, et si vous êtes serein, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui alimente votre sérénité? Mais je suis serein parce que je fais confiance à notre peuple. Notre peuple est arrivé à bout, il en a marre. Le peuple congolais en a marre, il dit, ça suffit.
alors il faut qu'il y ait un changement dans ce pays. Le changement, il faut qu'il y ait de bonnes élections. Je vous dis que s'il y a une élection présidentielle transparente, le président Sassou sera battu dès le premier tour, il n'atteindra même pas 10% dans ce pays-là. Donc par conséquent, je suis serein parce que le peuple a confiance et il est déterminé à provoquer dans ce pays le changement que tout le monde attend. Et nous espérons, avec ce que nous allons faire des propositions à l'avenir pour qu'il y ait des élections transparentes. Avec l'aide de la communauté internationale, nous les obtiendrons. Et en ce moment, il y aura un changement latent dans ce pays. Cela dit, ce peuple-là ne va pas aux urnes. S'il ne va pas aux urnes, il ne pourra pas provoquer le changement. Mais si les élections sont démocratiques et transparentes, je vous assure, vous verrez qu'il y aura une participation massive des Congolais aux élections. Et qu'est-ce que vous pourrez faire pour leur faire changer d'avis? Qu'est-ce que vous pourrez faire pour leur réenchanter leurs rêves politiques? Si les conditions sont réunies, il suffit simplement que nous disions à notre peuple d'aller voter, vous verrez. Le peuple va aller voter. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait pour ces législatives? Pour ces législatives? Mais nous avons déjà dit que ces élections étaient mal organisées. Nous savions qu'elles étaient mal organisées. Mais nous sommes allés simplement par défi. Nous ne pouvions pas demander à notre peuple d'aller voter massivement. S'il était venu massivement, il aurait déchanté parce que les conditions n'étaient pas remplies du tout. Vous n'avez pas été élu, mais vous considérez que vous avez quand même remporté une victoire. Laquelle? J'ai été élu dans les urnes. J'ai été élu, plus de 80%, j'ai été élu dans les urnes. Mais les proclamations du pouvoir ne m'intéressent pas du tout. C'est une honte pour eux. Aujourd'hui, le pouvoir a honte. Tout le monde, y compris le président de la République, a la tête baissée devant une telle hérésie. Donc, par conséquent, je suis conscient, je suis fier parce que le peuple est fier avec moi de cette victoire-là. C'était un grand défi parce que le président avait dit tout sauf lui. Mais le peuple a dit nous, c'est lui. Vous voyez, malgré tout ce qui a été mis en œuvre pour la tricherie et tout ça, ils n'ont pas pu me battre dans les urnes. Mais ils ont été obligés de falsifier les procès-verbaux. Sur 41 bureaux de vote, je l'ai emporté dans 39 et très largement. Par conséquent, mon concurrent ne pouvait pas gagner. Alors, on l'a proclamé élu, mais c'est une honte. D'accord. Certains ont dit que sur le plan sécuritaire, vous étiez en danger. Nous sommes chez vous et il ne se passe rien. Ah, ici, parce que le pouvoir a honte, parce que le peuple est en train de parler. Mais dans la situation où j'étais, l'armée a occupé toute la ville avant la proclamation des résultats. L'armée a occupé toute la ville et ma maison était encerclée par l'armée. J'étais quasiment un otage dans ma propre maison pendant 2 jours. Et après, j'ai pris la décision de quitter. Je suis sorti pour faire, quand vous roulez normalement, de là où j'étais candidat à Brazzaville, c'est 3 heures de route. Et quand je roulais encore, quand j'étais jeune, je faisais 2h30. Mais c'est 3 heures de route. Mais vous savez, j'ai quitté là-bas à 10 h, je suis arrivé chez moi ici à 23h30. Parce que tout le long de la route, l'armée m'a bloqué la route. Il était question de m'arrêter. Et ils m'obligeaient à repartir écouter les résultats. Comme ça, je pourrais être arrêté sur place. L'armée avait occupé partout. Les militaires cagoulés, avec des casques, armes au poing. Pour moi tout seul, c'était une honte. Une honte. Même les gens de pouvoir savent que c'est une honte d'avoir mobilisé tant de militaires contre moi. Très bien. Grand merci, M. Mathias Zon, de nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie pour ça. Mais faites en sorte que le monde entier sache qu'au Congo, c'est un véritable glacier. Un glacier et les Congolais se battent pour faire sauter ce glacier. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.